et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la 8e saison de Cold Facts. On commence avec l'équipe nationale et la nomination de Yann Cadieux comme successeur de Patrick Fischer à la tête de l'équipe de Suisse. On parle ensuite de l'actualité des clubs romans. Genève, ça va pas bien là sur ce dernier match, un 6-2 contre Davos, vilaine faute de Tim Boson. Bienne, c'est pas flamboyant non plus, un 6-2 aussi à Berne et beaucoup de buts encaissés ces derniers temps par les Célandais. Fribourg qui avait battu Berne sur un incroyable fin de match et qui là, alors qu'on pensait qu'ils allaient gagner contre Rapperswil après être revenu à 2-2, eh bien, a fait une boulette et finalement a laissé Stromois le marquer et perdre contre Rapperswil. Après, c'est du côté d'Ajoie qui va vraiment pas si mal que ça. 2 points par match sur les dernières tendances. Et puis, on termine avec Lausanne et un focus sur Erik Brännström qui est actuellement, sans conteste, le meilleur défenseur de National League. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Mais très bien, et toi, après ton petit voyage à Zurich? Oui, effectivement. Maintenant, avec les nouvelles lignes CFF, on est obligé de passer entre Neuchâtel et Bienne. Je dois bien avouer que je suis à chaque fois mal dans ce train qui va dans tous les sens, mais c'est bon. Je suis revenu entier de mon périple zurichois pour la conférence de presse d'annonce du départ de Patrick Fischer et de l'arrivée de Yann Cadieux à la bande dès le 1er juin prochain. Pas une surprise vu que tout le monde en parlait depuis un petit moment déjà, mais il y avait quand même une petite incertitude jusqu'au dernier moment. Petit détail rigolo de l'histoire, Patrick Fischer annonce son départ le 3 décembre 2025. Il a pris place le 3 décembre 2015. Donc 10 ans, jour pour jour, après son intronisation, il annonce son départ. Alors il n'est pas effectif le jour même, on est bien d'accord, il y aura encore quelques légères... deux, trois petits trucs dans le calendrier, là, les échéances. Mais voilà, on a eu 10 ans jour pour jour. Je ne crois pas que c'était volontaire, mais je pense que ce qui est bien, par contre, c'est que la situation est clarifiée. Ça évitera que la semaine prochaine, lors du Euro Hockey Tour à Zurich, tout le monde ne parle que de ça. Et que durant les prochains mois, on ne parle que de l'avenir de Patrick Fischer. Maintenant, c'est clarifié. Ce qui me fait rire, c'est que tu dis tout le monde parle de ça. Comme tu étais le seul journaliste roman présent à Zurich, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a peut-être certains journalistes romans qui seront présents à l'Euro Hockey Tour et qui vont vouloir dire est-ce qu'on peut avoir Yann Cadieux, par exemple, ou bien Jean Cadieux, comme dit Philippe Reva au téléjournal, ce qui était assez spécial quand même. Est-ce qu'on peut l'avoir et tout? Puis j'imagine bien la Suisse dire ok, vous auriez pas pu venir quand même le jour de... Non, on pouvait pas, on avait des trucs. Et puis, donc même si tu veux pas en parler, parce qu'ils ont bien fait des trucs en termes de communication, on vient avant, une semaine avant, pour pas déranger pendant le truc. J'imagine quand même que c'est ce qui va se passer, tu verras. Mais moi, ce qui me fait te dire que c'est pas possible, c'est qu'il y aura le camp de préparation pour le mondial avec l'équipe de Suisse. Et dès le 10, ils se réunissent à Cloton, puis vont à Rochester pour la préparation en vue du mondial M20. Et comme Yann Cadieux est le sélectionneur national, je pense qu'il ne sera pas présent. Mais t'as raison. Ouais, donc... Problème résolu, mais t'as raison, il a d'ailleurs les M20, on va pas parler beaucoup mais cette équipe-là, honnêtement, je t'ai envoyé un roster qui a été sorti, simplement il y avait des noms qui étaient mis, mais quand même avec on va dire des overage ou des gens qui disputeront peut-être leur dernière année, comme si on peut penser à un Ludwig Johnson. Il y a des joueurs, Jaromir Reber qui est en Suède, qu'on connaît pas tellement finalement, Jonan Hunschwander qu'on connaît beaucoup mieux mais qui est très jeune. Enfin, je trouve que cette équipe, en voyant les potentiels joueurs, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont de l'expérience de National League et je me dis que, qui sait, peut-être, pas forcément pour une médaille d'or, là, faut pas exagérer, mais elle peut peut-être faire quelque chose, je trouve, cette équipe. Ouais, puis du coup, ça va être la première compétition de Yann Cadieux en poste de sélectionneur national des M20. Et ce qui est intéressant dans les discussions avec Lars Weibel hier, responsable des équipes nationales, il disait, mais en fait, il était surqualifié pour ce poste d'entraîneur des M20. Et on lui a donné ce poste-là. Je pense que le plan était très clair avec Patrick Fischer depuis un certain temps.
Et on lui a donné ce poste-là en disant, écoute, prends les M20, tu te feras les dents à Rochester là, pendant le mondial en fin d'année. Tu viens faire déjà un mondial comme assistant au Danemark et en Suède, puis les Jeux Olympiques comme assistant, puis un mondial. Donc il aura eu 3 compétitions avec l'équipe A, plus un mondial M20. Puis derrière, bon, on donnera l'équipe. Je pense que le plan était clair. Yann Cadieux, dans ses interviews, disait tout s'est accéléré ces 10 derniers jours. J'ai bien envie de croire ce qu'on me dit, mais Ouais. je pense que il n'y a pas une dizaine de jours, et peut-être que je me trompe, hein, mais j'arrive pas à me dire qu'il y a une dizaine de jours, on lui a dit, dis donc Yann, en fait, il faudrait qu'on parle de l'année prochaine. Et je pense vraiment que ça a dû être un processus un petit peu plus long que celui-ci. Mais Greg, rappelons-nous quand même, hein, on était présent au Danemark et en Suède. C'était quand même un peu le dire, ben, est-ce qu'on n'aurait pas le successeur tout désigné de Patrick Fischer? Bon, t'es là, bah, ça sonne quand même en tout cas comme une des... Tu veux garder le côté suisse, et ce que j'ai bien aimé dans l'article et dans l'interview que tu as fait, c'est que tu lui as posé la question, est-ce qu'il se sent roman? Puis il dit non, ma langue principale c'est l'allemand par sa maman. Et, Ouais. et, et l'italien avec sa femme, et finalement tu te dis, déjà que Patrick Fischer il parlait 4 langues, mais sans être, comment dire, méchant, son français, on avait quand même un peu de peine. Tu me disais, on pourrait peut-être prendre Fischer à l'interview, puis je me disais, pour les gens, sur 30 minutes de podcast, c'est peut-être un peu compliqué, il cherchait peut-être un peu trop ses mots, tandis que bah, évidemment Yann Cadieux, lui c'est vraiment trilingue, voire quadrilingue avec l'anglais, quasi parfait. Et ça, bah, ça c'est presque que le mélange parfait, le suisse impeccable que tu aimerais représenter ou que tu aimerais qu'il te représente à l'international en montrant qu'il maîtrise tout, quoi. Oui, absolument. Et si on se rappelle de l'arrivée de Patrick Fischer, donc il y a 10 ans, c'était un entraîneur d'une 40aine d'années à peine. Il avait une expérience mitigée à Lugano, pour pas dire plus. Mm-hmm. Il arrive avec des bagages finalement assez vides. Là, Yann Cadieux, il a 50 plus à son arrivée en poste. Il a, il a gagné un titre de champion suisse avec Genève Servette en 2023. Il a gagné la Champions League l'année suivante avec Genève Servette. Il a été head coach avec Genève, et donc il a eu du succès là-bas, même si ça s'est mal terminé. Il a eu du succès là-bas. Il a fait ses armes dans la fédération au sein des M18 en étant assistant coach il y a bientôt une dizaine d'années, hein, finalement déjà. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une solide expérience. Après, il faudra voir. Pour les Suisses alémaniques, c'est pas forcément un des leurs, on va dire ça comme ça. Vu que nous, on se tape sur le ventre en disant il est roman, les Alémaniques, ils doivent se dire il est pas alémanique. Donc on va voir comment il va être accueilli. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le meilleur moyen de se faire bien accueillir, c'est d'avoir des bons résultats. Et voilà, Yann Cadieux va prendre la succession de Patrick Fischer au 1er juin. Il a été évidemment très clair qu'il serait assistant jusqu'au 31 mai ou jusqu'au soir du dernier match de l'équipe de Suisse, et qui donnerait tout pour offrir une sortie digne à Patrick Fischer. Je pense qu'on peut aussi s'arrêter 2 secondes sur Patrick Fischer, pour moi, c'est même pas discutable. Est-ce que c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire du hockey suisse? Évidemment. Je veux dire, les chiffres parlent pour lui, et même au-delà des chiffres, en fait. Parce que oui, il a eu une génération dorée à coacher, et je pense que c'est plus facile de coacher cette sélection-là que quand tu avais Rolf Ziegler ou des gars comme ça. Hein. Il a rien demandé, le pauvre. Mais, non, mais c'est vrai que Ralf Kruger, on pourrait se poser la question, par exemple. Est-ce qu'il avait Absolument. autant d'armes que Patrick Fischer? Sans doute que non. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et lui, par contre, il a une génération dorée, mais surtout, il a su faire jouer cette génération dorée, il a su faire venir tous ces joueurs de NHL. Et sélectionneur national, et ça, c'est une critique qui a été émise contre Yann Cadieux, et en un sens, je peux l'entendre. Sélectionneur national, c'est pas forcément non plus un technicien qui est tous les jours dans son bureau à faire des schémas et tous les matins sur la glace du 1er janvier au 31 décembre, ou presque, avec le sifflet à la bouche. Non, c'est aussi une sorte de RP, et technicien à la fois. Et ça, Patrick Fischer, il te vendrait de la neige à des Esquimaux et des assurances aux ménagères suisses de plus de 50 ans. Est-ce que Yann Cadieux, c'est aussi ça? Je suis pas sûr. C'est un autre style, c'est une autre façon de communiquer. T'as raison. Toi, tu l'as aussi connu à Genève. Hein. Au début, il était très taiseux, on va dire, et très renfermé avec les médias. Il s'est petit à petit ouvert. Mais c'est quand même un personnage qui va devoir se faire un peu violence. Et moi, j'ai bien aimé justement cet exercice médiatique qu'il a fait devant la presse ce mercredi,
où il était bon, il a parlé de manière, j'ai trouvé, très sincère. Et je pense il a dû en surprendre un ou deux qu'il n'avait peut-être pas vu depuis un certain temps. Et j'ai notamment eu un confrère tessinois qui m'a appelé pour avoir mon avis sur cet engagement. Et il m'a dit, mais nous, on le connaît ici, il était à Biasca. Ouais, j'espère qu'il a un peu changé parce que c'était quand même pas toujours simple avec lui. Et il disait pas ça méchamment, hein, mais il disait, mais il était pas bourru, il a pas utilisé ce terme-là, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est Et juste, hein. à Genève, il s'est ouvert justement, et je pense que ça va aussi continuer dans ce sens-là avec l'équipe de Suisse. C'était par la force des choses qui s'est ouvert aussi parce que les titres font que il y a plus de demandes, que le succès implique que les gens veulent te parler. Et tu dois faire un peu le point dans ta poche et peut-être aller combattre un peu ton caractère de base. Mais on se rappelle, moi ça m'avait beaucoup marqué, hein, quand on avait fait l'interview avec lui, c'était que aussi quand il était à l'époque de Fribourg-Gotteron, quand son père avait pas réussi à amener Fribourg-Gotteron au titre, quand il était encore tout jeune, qu'il était à l'école, et qu'on lui en voulait, et que ça te marque. Je veux dire, les choses que tu as étant enfant ou adolescent, ça te marque. Et c'était pas des très bons souvenirs. Donc d'avoir un tout petit côté, un peu faire le petit pas de recul en disant est-ce qu'ils veulent me rouler, est-ce qu'ils veulent m'avoir, et se rendre compte finalement que non, t'aimes bien dire souvent, on travaille ensemble avec les coachs, avec les joueurs, avec les clubs. C'est bien sûr que s'il faut dire quelque chose de négatif, et je pense qu'on dirait quelque chose de négatif quand on parle de Genève Servette et de Tim Boson, mais on le dit, mais on essaye aussi de travailler ensemble parce qu'on aime tous ce sport du hockey sur glace. Puis des fois il y a des choses cool, puis des fois il y a des choses moins cool, puis on essaye d'en parler dans les deux cas finalement. Exactement, et ça c'est un apprentissage. Puis justement hier, j'ai vu que j'étais ce journaliste roman pendant la conférence de presse. Je me suis un peu entendu avec le chef de presse pour pas poser des questions en français à Yann Cadieux, parce que ça avait aucun sens devant 20 journalistes alémaniques, la télé SRF en direct. Moi qui viens poser mes trucs en français, je pense que ça rend des services à personne. Par contre, je me suis arrangé pour lui parler en français seul à seul après. Je trouve absurde de parler avec Yann Cadieux en allemand. Et justement, après, il est venu, il a enchaîné les interviews avec moi, avec les radios alémaniques, les télés, les sites alémaniques. Ça a duré, je pense, 1 heure et demie au total, l'exercice médiatique. Et c'est bien, c'est formateur pour lui. Au Danemark aussi, on l'avait quand même trouvé assez ouvert. Et il avait été... c'était assez sympa de le rencontrer dans les couloirs. Donc, en tout cas, moi, je dois bien avouer, d'un point de vue purement personnel et humain, ça m'a fait plaisir de voir Yann Cadieux dans cette position-là. Exact, ouais. Maintenant, on devra le juger sur pièce et on devra juger son équipe sur pièce. Maintenant, succéder à Patrick Fischer et succéder à cette génération, finalement, la génération des Niederreiter-Jösi, on va dire ça comme ça, c'est pas évident. Après, c'est pas comme si la Terre s'arrêtait de tourner, parce que derrière, il y a quand même 2-3 bons joueurs, Ante Ishii, Meyer, Fiala, etc. Il n'arrive pas avec... des deux de pique, quoi. Ouais, exactement. Mais voilà, il y aura l'héritage de Patrick Fischer et il a déjà été très clair sur la Suisseness et la fierté de représenter son pays. C'est un message aussi que c'est pas parce que Patrick Fischer s'en va que maintenant la convocation du sélectionneur national devient une invitation avec un save the date et puis tu décides si tu veux aller ou pas. À part ça, comment dire, pas à sa décharge, mais le fait qu'il y a 3 finales qui ont été faites sur les 10 années, ou on peut même dire depuis 2018, donc sur les 7 dernières années, 3 finales, c'est quasiment du 50%. Je veux dire, c'est assez impressionnant. Ça aide aussi à ce que les gars se disent est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en disant ah non, je préfère des vacances, ou il y a quand même une opportunité d'aller loin et de gagner un titre. Et pour des compétiteurs comme eux, je trouve que ça semble totalement logique que finalement les gars hésitent beaucoup moins maintenant, mais parce que justement, et c'est là qu'on peut remercier aussi Fischer et Weibel et Raffiner d'avoir réussi à construire ça, d'avoir bénéficié d'une génération, mais d'avoir réussi à construire ça, puis de faire en sorte que les gens, avec les résultats qui vont avec, se disent non, j'ai quand même envie de venir. Absolument d'accord avec toi. Et je trouvais assez intéressant, et on va peut-être terminer sur ce bout d'interview avec Yann Cadieux que j'ai teasé. Je trouvais intéressant quand même l'enchaînement et des fois il a utilisé le terme destin.
Je sais pas si c'est le bon mot, on croit en ce qu'on croit, on pense ce qu'on pense de la vie et de l'enchaînement des circonstances. Mais je pense que le jour où il se fait licencier par Genève Servette, il y a moins d'une année, on rappelle, c'était pendant la Coupe Spengler l'année dernière, il se fait licencier par Genève Servette, remplacé par Yorick Trey. Il est quelques jours après, il a déjà été contacté par Patrick Fischer pour venir assistant de l'équipe nationale. Puis il dispute un mondial, il a une médaille d'argent. Puis il a les M20, il va aller au championnat du monde M20, ce qui est quand même pas rien pour un coach. Et ensuite, il va avoir les Jeux Olympiques, le mondial. Alors, je pense pas qu'il va envoyer une boîte de chocolat merci à Marc Gauci de l'avoir licencié. Je pense que ça a quand même dû être un moment difficile à passer pour lui. Mais au final, je lui ai posé la question sur cet enchaînement finalement assez fou d'événements. Je vous propose d'écouter sa réponse. Moi, c'est là quand on parle, on croit au destin et on crée son destin ou on provoque son destin. Mais à la fin, le destin a voulu qu'à quelque part, je me fasse renvoyer de Genève pour m'ouvrir une porte plus grande aujourd'hui ici. Et dans mon processus de réflexion après mon licenciement à Genève, je me suis dit que voilà, ça a fini comme ça à Genève parce qu'il y a quelque chose de spécial qui devait se passer plus tard. À ce moment-ci, ce processus, il est arrivé dans les jours après mon licenciement. C'est clair que je savais pas encore que la prochaine étape serait l'équipe suisse, mais on va dire pour me remonter le moral aussi et pour comprendre certaines choses, je me suis dit voilà, ça devait arriver, c'est arrivé comme ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui allait arriver. Et aujourd'hui, on va dire 11 mois plus tard, voilà, j'ai compris pourquoi c'est arrivé comme ça, mais c'est clair que ça allait très très vite. C'est du moment que Fichy m'a appelé 3 jours après mon licenciement pour prendre de mes nouvelles et me proposer de travailler avec lui à pouvoir vivre mes premiers ou être un rookie au championnat du monde à 45 ans à Herning. Il y avait quelques mois et maintenant encore quelques mois plus tard, la nomination en tant qu'entraîneur, c'est allé très vite et comme je l'ai dit, j'ai jamais planifié ça comme ça, j'ai jamais pensé à ça et rêvé à ça il y a une année en arrière et là aujourd'hui je suis vraiment juste fier et je veux profiter de chaque moment avec Fichy encore en tant qu'assistant et ensuite quand le moment sera venu je profiterai aussi de cette expérience de head coach. Voilà, alors pour ce très intéressant petit moment avec Yann Cadieux, je trouve tu parlais de sincérité, c'est assez clair. On voulait quand même aussi juste parler de ce Eurohockey Tour qui s'arrête en Suisse à Zurich, comme d'habitude au mois de décembre maintenant, j'ai envie de dire, avec cette sélection. Et la question maintenant, j'ai l'impression que, tu me diras, quasiment on peut prendre cette sélection, puis on va se dire, on enlève qui pour mettre les gars de NHL? Oui, on peut dire ça. Les 2-3 choses, sans faire toute la liste, évidemment, il avait été sélectionné en Finlande et il avait renoncé pour venir à Colfax. Théo Rochette est de la partie. Je pense que c'était pas pour ça qu'il était pas là. Il était vraiment blessé par contre, mais il est de la partie. Ça c'est le truc intéressant concernant les romans. Le Coultre est dans la sélection. Je trouve ça intéressant. Côté Genève, il est récompensé pour sa belle saison jusqu'à présent du côté de Genève. Et si on revient 2 secondes à Lausanne, il y a un nom, Fabian Eldner. J'étais très surpris. Voilà. Ouais, qui n'a pas joué depuis un moment pour une blessure au haut du corps. En général, quand il y a durée indéterminée haut du corps, il ne faut pas avoir fait des grandes études pour savoir de quoi on parle. Et du coup, je me réjouis de voir. Moi, on m'a dit qu'il était potentiellement de retour ce week-end. Pour Lausanne, on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Mais s'il joue ce week-end, alors ça semble clair. Est-ce qu'il est directement derrière, tu as envie de l'envoyer au mondial, au tournoi de l'équipe de Suisse? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que Patrick Fischer va lui faire un programme aménagé, ne pas trop lui, mais quand même de l'avoir dans le vestiaire et de l'avoir avec l'équipe, c'est possible aussi. Donc, mais c'est quand même un détail assez intéressant à observer sur cette sélection. Gaëtan Haas aussi dans les bonnes surprises de la sélection, je trouve, et pour les romans aussi, qui est présent, et ça c'est vu d'où il revient, c'est aussi intéressant de l'avoir là. Moi simplement évidemment au goal Giannoni, après il y a la question de savoir s'il y a Berra, Kira Schmidt, c'est ça, des gars sûrs selon moi après, mais Glauser Kukan, Löffel, Marty. Puis après, il y a 3 gars de NHL, Josi, Siegenthaler et Moser. Puis je ne vois pas Fora dans cette sélection, c'est normal, Davos. Donc probablement, on aurait nos 8, selon moi, comme ça. Après, tout peut changer, mais je me dis quand même.
Et puis en attaque, on voit quand même qu'il y a Malguin Andrighetto, Ria. La question, ça va être typiquement Rochette. Est-ce que tu le prends pas? Parce qu'on rappelle, on a quasiment 6 attaquants offensifs. Bien sûr qu'ils peuvent jouer partout. Bien sûr que Nico Hischier est un incroyable centre défensif. Évidemment, mais c'est le centre numéro 1. C'est sur lui que tu vas compter pour amener quelque chose. Et après, tu te dis, est-ce que Malguin et Andrighetto peuvent jouer 3e ligne ou 4e ligne? Est-ce que c'est le profil? Honnêtement, je me dis, le fait d'avoir les gars de NHL, je suis pas sûr qu'en termes d'équipe, prendre juste les meilleurs compteurs, les meilleurs noms, ce soit la solution. Maintenant, je sais pas ce que tu en penses. Bon, il y a aussi des joueurs de NHL. C'est pas parce que tu es joueur de NHL que tu dois évidemment jouer top 6 offensif. Je pense qu'un Philippe Kourachev, tu peux le mettre un peu n'importe où. On se rappelle que son dernier passage en équipe de Suisse, c'était pas... Non. Pas génial. C'est pas lui qui avait été brillant. Un Nino Niederreiter, si tu le mets en 3e ligne, j'arrive pas à me dire que c'est forcément une mauvaise chose. Ou si tu fais une ligne Niederreiter, Malguin, Andrighetto comme 3e ligne, je me dis que tu as déjà la connexion Malguin-Andrighetto, même si on sait qu'il aimait bien aussi de temps en temps avoir un Kevin Fiala avec cette ligne zurichoise. Bref, je pense que surtout de réfléchir en top 6, ça devient presque un peu désuet. Et je pense de dire, ouais, top 6, après il y a une check-in line en 3. Enfin, je pense que ton top 9 offensif est évidemment les 2 premiers Suisses que tu mets sur la feuille de match. Non NHL, pour moi, ça reste évidemment Malguin et Andrighetto, avec pas loin derrière un Damien Ria qui a fait ses preuves, et surtout, lui aussi, tu peux le mettre en 4e ligne Totalement. quand tu veux, mais s'il faut le mettre en première ligne avec 2 joueurs de NHL, il va suivre le rythme aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec ce profil, notamment d'un Damien Ria. Ouais, c'est vrai que dans les joueurs qu'on a, tu disais Gaëtan, on est content. Hoffman aussi, mais je pense qu'il est un peu sur le ballon, mais en ce moment, il cartonne. Donc, c'est aussi la forme du moment. Tu peux pas juste prendre les gars parce que tu les as pris, c'est les Silber Helden. Bien sûr qu'on sait que Patrick Fischer a cette espèce de reconnaissance pour ces joueurs-là, mais est-ce qu'il y aura des surprises? On verra. Tu vois, typiquement, il y a un Tristan Chervet, mais il a aussi, je crois, un peu blessé avec Berne. Il me semble qu'il n'a pas joué contre Bienne. Donc, ouais, à voir. Tu peux rajouter un Christophe Berchi qui n'est pas dans cette liste et qui est lui aussi une sorte de couteau suisse. Oui. Dans un style un tout petit peu différent, mais comme Damien Ria, qui fait partie des cadres de la sélection de Patrick Fischer. Et j'ai l'impression que quand il va aller à la bataille, Patrick Fischer, il prend Ria, il prend Berchi, puis après, il fait son équipe, quoi. Et là, il n'est pas là non plus pour une raison évidente, vu qu'il était déjà là au premier rassemblement et il y a la Coupe Spengler en fin d'année. Comme il n'y a pas de Davosien, il y a juste Biasca qui est là une 2e fois, mais je pense qu'il doit plutôt le prendre comme il est considéré parce qu'il fait une bonne saison. Est-ce qu'il aurait pu s'en passer peut-être pour lui donner une semaine un peu plus tranquille? Mais à son âge, je me dis qu'il peut enchaîner quelques matchs quand même. 3 matchs la semaine prochaine donc à Zurich. Et peut-être qu'on se croisera au bord de la patinoire si certains de nos auditeurs sont présents sur les bords de la Limette. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif. J'avais tenté un coup. Toi, tu avais fait un truc plus safe. Le druide Jean-Fred Devetta, le mage. C'est drôle quand on se fait, pas alpaguer, mais que les gens disent « Ah, bravo, bien vu !» Puis t'es là « Ouais, ok. » C'est vraiment, tu te dis, Ajoie va pas mal. Ils sont pas si ridicules que ça en ce moment. Est-ce qu'avec le retour, avec Nettinen, avec Turkulainen et tout, tu te dis « Allez, Cloton n'est pas flamboyant. » La cote n'était pas... d'ailleurs, tu nous avais fait... si vous pariez 10 francs sur Ajoie, vous perdez 10 francs contre Zurich. Puis on a eu pas mal de captures d'écran de gens, et ça c'est génial, qui ont gagné justement parce qu'ils avaient tenté Ajoie en disant « Moi, je fais l'inverse de ce que fait Greg. » Je suis pas à dire que c'est la bonne tactique, donc je pense que faut quand même souvent te suivre. C'est plus safe que de temps en temps, effectivement. Ça peut arriver. Toi, t'avais parié sur une victoire de Bienne contre Fribourg. Ça s'est pas passé comme ça. Fribourg s'est imposé 3-2. Et puis, donc... Je vais juste enchaîner sur Ajoie. Donc, la semaine passée, j'avais demandé de nous envoyer les captures. Si quelqu'un en live à 2-0 pour Zurich avait misé Ajoie, de nous envoyer la capture, parce que j'étais sûr que personne n'y aurait cru. On en a reçu quelques-unes. Et je voulais quand même faire une mention spéciale. J'ai plus le nom, et peut-être c'est pas très important. La personne qui nous a envoyé la capture à 2-0 de Zurich
Ajoie qui a parié Ajoie gagnant à 20 contre 1, mais il l'a combiné avec Lausanne. Zoug qui gagne à Lausanne, sauf erreur, Ouais. pour faire une cote à 56 contre 1. Et ça, le Ajoie a passé et le Zoug n'a pas passé. Et je me suis dit que c'était quand même terrible d'avoir passé une cote à 20. Donc félicitations pour l'audace, mais c'est dommage. Eh ben, on a 5 matchs ce vendredi. Tu as les cotes sous les yeux, je suppose. Absolument. C'est surtout qu'il y a un Ambry-Genève ce soir et donc les deux clubs ne jouent pas vendredi, ce qui fait qu'ils peuvent faire les cotes tranquillos. Ajoie-Gotteron, Davos-Zurich, Lugano-Kloten, Rapperswil-Bienne et Langnau-Zug. Comme ça, mais je pense que ça ne va pas être très intéressant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cotes intéressantes. Il faudra peut-être prendre des handicaps. Mais est-ce qu'un Lugano à Kloten, enfin Lugano contre Kloten, ça doit être quoi, 1,50 ? 1,70 pour Lugano. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Lugano à la maison contre Kloten, c'est pas bête, parce que Lugano, c'est une équipe qui est très en forme. Et Lugano qui gagne avec plus d'un but d'écart contre Kloten, c'est à 2,20. Et je pense effectivement que c'est la cote qui est bien. Sachant que Langnau joue à la maison, puis on joue jamais contre Langnau à Langnau, mais on n'arrive toujours pas à jouer pour Langnau à Langnau. Donc en fait, pour moi, ils n'existent pas, ces matchs. Davos-Zurich, il y a quand même un monde dans lequel Davos est beaucoup moins bon en ce moment. Et Même s'ils ont fait un bon match, on y reviendra. Zurich, à un moment, il va quand même falloir qu'ils jouent sérieusement. Ils sont à 2,85. Et Zurich à 2,85, ça n'a aucun sens. Je ne dis pas qu'ils vont gagner et je pense que c'est très risqué. Davos est à 1,85 et le match nul est à 3,85. Donc Zurich à 2,85. Sinon, il y a Fribourg qui joue à Ajoie. Fribourg va devoir un petit peu se racheter. Là aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Mais Fribourg avec handicap à Ajoie est à 1,85. C'est pas une très grosse cote. Non. Mais elle est à cette hauteur-là. Ajoie à la maison, tes protégés qui sont à 4,05. En vrai, ça se tente, peut-être. Ouais, je pense quand même qu'il y a un moment où on parlera de Fribourg, mais même si Ajoie contre Zug a eu plus le puck, enfin c'était 75% de chances de gagner, ils ont gagné finalement que au tir au but, mais c'était de loin pas ridicule, donc pourquoi pas, mais j'ai l'impression que la structure de Fribourg-Gotteron qui est énervé d'avoir perdu contre Rapperswil, je serais plus sur un match nul entre Davos et Zurich, par exemple. Ça, alors attends, je suis tu l'as dit, 3,80 je crois. 3,85. Voilà. Je serais plus comme ça. Si c'est pas Lugano, peut-être le match nul entre ces deux-là. En disant Zurich est pas encore totalement. Ils peuvent gagner en prolongation au tir au but, mais voilà. Et il y a peut-être juste le Rapperswil-Bienne, on n'en a pas vraiment parlé. Deux équipes, offensivement, ça peut y aller dans tous les sens. Défensivement, ça peut aller dans tous les sens. Plus de 5 buts et demi est à 1,85. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 buts au moins dans le match. Donc 3-3, 4-2, 5-1, peu importe. Et plus de 6 buts et demi, donc 7 buts minimum, c'est à 2,60. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est deux équipes qui jouent au hockey, qui créent Rapperswil va bien. du jeu. Un peu mieux, ouais. Un peu mieux, ouais. C'est plus juste de dire un peu mieux. Donc voilà, on verra vendredi sur nos réseaux sociaux quels seront nos choix définitifs. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On commence notre tour d'horizon qui va être, je pense, un petit peu plus rapide que d'habitude sur les clubs romans, mais vu que certains ont joué mercredi soir, c'était pas si mal d'avoir cet épisode jeudi, notamment Genève Servette qui va rejouer ce jeudi contre Ambry. C'est juste, je dis pas de bêtises, tout d'un coup, je le fais de tête, en Léventine. Et puis, Genève qui avait le malheur, on va dire, de se déplacer à Davos, mais qui aurait pu faire quand même mieux que ce qu'ils nous ont présenté. Et avec une défaite 6-2, il y a eu un peu qu'on va dire, le but de Granlund a peut-être laissé un poil d'espoir. Puis après, la machine grisonne s'est mise en route. Et puis après, il y a eu cette très vilaine faute de Tim Boson, revancharde, qui a fait qu'il a pris un 5e match. Et que pendant ce 5e match, Davos s'est dit, écoute, nous on a un powerplay qui tourne pas si mal. Bam, bam, hop, ça a passé de 3-1 à 5-1. Et puis, c'était fertique. Mais est-ce qu'on peut revenir sur cette charge de Boson ? Ouais, je voulais juste parler du match d'abord. Puis après, effectivement... Genève qui a mal géré les moments clés, but à 19,55 quand tu as justement le but de l'espoir de Granlund. Tu prends un but à 19,55, c'est malheureux, 21-15. Ouais, juste.
5 secondes avant la pause, 1 minute après la pause, tu passes de 1-1 à 3-1. Et là, c'est déjà pas plié parce que 3-1, tu peux revenir. Par contre, derrière, 2 minutes après, il y a justement cette charge de Tim Boson. Globalement, on y revient, mais globalement, Genève fait pas un bon match à Davos. Pendant 2 tiers temps, ils sont complètement sous l'eau. Le dernier tiers met un tout petit peu de, comment dire, de bon cœur. Ouais, et encore, ils ont été un petit peu meilleurs en fin de match, mais ça rééquilibre juste un tout petit peu les expected goals. Mais après 2 tiers, il y a 2,88 à 0,85 expected goals en faveur évidemment de Davos. Donc ils se sont fait rouler dessus pendant 2 tiers. Notamment, il y a eu les 5 minutes de box-play, on est bien d'accord. Mais même premier tiers, c'est 1,20 à 0,30. Donc même ce 1-1 à la première pause aurait été bien payé. Derrière, il y a eu ce but de Valentin Barmer. Ensuite, c'est parti. Et Davos, malheureusement, quand ils sont en confiance et que ça roule, c'est assez compliqué de les contenir. Genève n'a pas su le faire. Ça fait... C'est une lourde défaite, mais au final, j'arrive pas à la considérer comme très grave. Surtout que le dernier match, c'était à Genève et Genève avait battu Davos 3-2 après prolongation avec un but de Puljujärvi justement overtime, à 3. En overtime, exactement. Par contre, effectivement, Tim Boson est suspendu de manière provisionnelle pour un match. Juste pour ceux qui n'ont pas vu la scène, déjà elle est disponible sur blick.ch au cas où. Mais il se fait charger contre la bande par Sven Ljung. Faute, pas faute, on peut se poser la question. Moi, si on met 2 minutes là, je suis pas scandalisé. Mais là, ça joue. Il se relève et tu vois qu'il est pas content. Tu vois qu'il veut se faire un Davosien. Il y a Barandoun qui passait par là en sifflotant. Il a pas le puck et il s'est pris un Tim Boson dans le genou et charge absolument inutile, revancharde, méchante. Ça coche toutes les cases de ce que tu dois pas faire sur la glace. Et c'est donc, ça. Évidemment, pardon. C'est ça. Non, mais je trouve que ça te coche tout, effectivement. Est-ce que ce sera catégorie 2, 3 ? Je sais pas. Alors, pour moi, justement, l'aspect intentionnel, l'aspect revanchard de cette faute fait que tu peux aller... Moi, j'imaginerais que tu peux monter en catégorie 2. 3, je pense pas. Je pense que ce serait excessif. Mais... en fait, j'en parlais avec un ami et aussi auditeur par message ce matin. Il me disait, dans une ligue où tu protèges sérieusement les joueurs, il doit prendre 5 matchs. C'est et drôle, je précise qu'il est d'obédience Grenat. Ouais. Il doit prendre 5 matchs, mais dans cette ligue-là, et avec les lignes telles qu'elles ont été tracées jusqu'à présent, ce sera plutôt dans les 3 matchs. Et je dois avouer que je suis assez d'accord avec cette analyse-là, qu'au-delà de 3, ça me semblerait un poil excessif. Il a un passif, il a déjà eu une autre suspension. On se rappelle évidemment de cette bagarre qui a fait couler beaucoup de pixels, on va dire ça comme ça, à Davos déjà. Il avait eu une suspension de 4 matchs en 2019, mais là, il y a bientôt prescription, je pense. Mm-hmm. Donc, on va pas pouvoir dire on lui met X plus 1 parce que c'est le tarif. Je pense normalement, il ne devrait pas être augmenté, mais si tu mets en catégorie 2, tu peux aller à 3 matchs. Si c'est catégorie 1, ce sera 1 à 2 matchs. Ce sera un peu entre... Là, au milieu, j'imagine, 1, il a déjà eu, évidemment. Mais s'il a 3 matchs, voilà. Après... On est suffisamment expérimenté pour savoir que quand on donne un avis de ce genre-là, derrière, c'est 3 fois plus ou 3 fois moins. Donc, il ne faudra pas faire les étonner si derrière, on est complètement surpris par la décision du juge unique. Ce sera... Finalement, il a déjà purgé son match de suspension, donc il a 2000 francs d'amende. C'est un peu le truc que tu dis, soit plus, soit moins. Ça a quand même plutôt tendance à être moins, si on doit faire moins que 3, tu dis ? Ouais, Ouais, typiquement, 2, tu sais, pour un peu l'intention, mais... Alors que je suis tout à fait d'accord avec l'ami Genevois, 5, c'est ça, c'est le côté revanchard. Tu peux pas dire, ouais, je savais pas. Non, tu vas là-bas, il a pas le puck, enfin, tout ce que tu as décrit fait que pour moi, tu dois montrer un peu un truc, non, on veut pas de ça chez nous. Et la conséquence, c'est que Barandoun, visiblement, n'est pas trop blessé. Et tant mieux, on juge pas. Il n'est pas revenu, surtout. Hein. Ouais, voilà. Donc, on est censé pas juger la conséquence pour pas être trop, drivé par ça. Mais je trouve que vraiment le côté je fonce sur... Quand tu dis il arrive en sifflotant, c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout d'un coup, je me suis pris un boson, quoi. C'était... ouais.
Il y a eu des nouvelles comme qu'il n'était pas trop blessé? Non, j'ai rien vu avec ça alors, là autour. Mais Ah non, alors il n'a pas rejoué, il n'est pas revu sur la glace, il se tordait de douleur sur le banc, il boitait. Moi, si on m'apprend demain qu'il s'est fait les ligaments, je ne suis pas complètement surpris. C'est pour ça que ça m'a étonné ce que tu as dit. ouais. Donc non, mais comme tu dis, par contre, très justement, en fait, s'il a rien et il est présent sur la glace au prochain match, ou s'il est absent 6 mois, ça ne doit pas changer le jugement qu'on a sur cette action et le jugement de la part du juge unique sur Tim Boson. Genève Servette, comme tu l'as dit, on va pas s'étaler plus que temps, qui rejoue ce jeudi soir contre Ambri Piotta à Ambri. Finalement, le trend genevois est quand même pas si mauvais, hein, parce qu'au final, il y a 5 victoires sur les 8 derniers matchs, il y a 14 points, il y a une victoire contre Davos à domicile, on en a parlé avant. Même si j'arrive toujours pas à être convaincu globalement par ce que je vois, ou pas tout le temps convaincu par ce que je vois, Genève est toujours solidement placé dans le top 6. Avec Lugano, Zug et Zurich qui sont derrière. 30 matchs par contre, Lugano, c'est ça. Zug et Zurich en ont moins. Donc à voir, mais Genève est toujours du bon côté de la barre, mais c'est vrai que là, il y a une période clé qui va approcher jusqu'à la pause de Noël pour Genève Servette, et donc ça commence dès ce jeudi soir à Ambry. Et juste un truc à finir, ça me fait penser que je regardais le goal average, puis on est à 88-93. Et au-dessus, Rapperswil est à 86-88. Donc aussi un moins 2. 2 membres du top 5 avec des goal average négatifs, parce que derrière Lugano, c'est plus 16, Zug, c'est au moins plus 3, et Zurich, c'est plus 13. Je trouve ça assez étonnant, quoi. On passe à Bienne, qui nous a fait un match... pas vraiment génial contre une équipe de Berne qui n'est pas vraiment géniale. On se retrouve avec un Berne qui devait quitter la 13e place, qui a réussi. Ils sont maintenant 12e. Ouais, super. On en parlait dans ce qui nous a fait mousser en disant que c'était un des pires records depuis les années 60. Et Bienne, 36 points. Un Cloton à 31. Bienne est 9e. Cloton est 13e. Il faut un peu cravacher et mettre des points au chaud. Et ce qui s'est passé, en tout cas dans l'actu du HC Bienne au-delà du match, c'est le départ d'Oskari Laaksonen, qui nous a quand même, à force, pas surpris, mais si on reprend notre début de saison, oui, ça nous a surpris, parce qu'on imaginait quand même un Laaksonen pouvoir s'imposer comme un des top défenseurs de National League. Il avait en tout cas le profil pour le faire. Ça n'a pas marché, ma foi. Il part en Suède. Et tant mieux pour lui. Là, Bienne, notamment sur ce match contre Berne, tu tiens un moment, c'est-à-dire que tu prends 2 goals assez rapidement. Puis d'un coup, tu as Salinen, tu te dis, ah ouais, ils sont pas encore morts. Puis derrière, tu as ce goal d'Alain Graff assez facile finalement, qui vient au 2e poteau, boum. Et puis derrière, tu as quand même Kneubuller 2 minutes plus tard, 3-2. Tu te dis, ah non, Bienne y croit. Et puis finalement, à partir de la 54e là, alors ça a totalement lâché. Mais c'était logique que ça lâche finalement au vu du match. On a l'impression qu'ils essaient de se maintenir un peu la tête hors de l'eau, mais que c'était pas, je vais dire pas artificiel, mais qu'il manquait véritablement quelque chose dans cette équipe, quoi. La transition défensive biennoise a été catastrophique. Ils ont laissé des boulevards aux attaquants bernois qui ont 1,26 expected goal off the rush, qui est vraiment beaucoup. À l'inverse, la transition offensive de Bienne a été franchement médiocre, avec 0,4. C'est très très loin de la moyenne, on va dire déjà d'une équipe moyenne de National League, et c'est très loin de ce qu'on imagine Bienne capable de faire. Mais finalement, Bienne est à sa place parce que dans ce segment de jeu, Bienne est la 11e meilleure équipe de la Ligue, ou la 4e pire, on peut voir les choses comme on veut, en rush offensif, et défensif, c'est pas terrible non plus. Donc ce qui faisait la force de Bienne longtemps le fait vraiment pas en ce moment. Et sur les 10 derniers matchs, c'est encore plus faible. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que oui, il y a eu ces 3 victoires de suite, qui ont mis qui nous ont fait un petit peu croire que Bienne allait peut-être pouvoir continuer à lorgner le top 6, top 7, enfin d'être entre 7 et 10. Oui. Ils y sont actuellement, ils sont 9e, on est bien d'accord. Mais la tendance actuelle est pas bonne. Je trouve que le jeu biennois est
est assez stérile en zone neutre et mauvais, perméable en zone neutre d'un côté et stérile dans l'autre sens. Et j'arrive pas à me hyper pour cette équipe du HC Bienne. Pourtant, il y a bien des choses qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé des retours de Gaëtan Haas. Il y a plein de petites choses qui pourraient te donner envie d'y croire. Et derrière, de nouveau 3 défaites de suite après 3 victoires. Là, ils font des séries 4-3-3. Et là, c'est vraiment le moment. Là, vraiment, les 5 matchs qui viennent, c'est à Rapperswil, à la maison contre Lausanne, à Zug, à la maison contre Genève et à Zurich. Donc, c'est 3 déplacements pas évidents, Rapperswil, Zug, Zurich, et c'est 2 matchs à la maison difficiles contre Lausanne et Genève. Donc là, en 5 matchs, Bienne peut vraiment, vraiment se retrouver la tête sous l'eau, on va dire. Et sur ce qu'on voit actuellement, tu peux gentiment commencer à te poser la question du coach. Parce que la saison passée, pour sa première année, tu peux y mettre des excuses. Il y a eu la blessure de long terme de Gaëtan, etc. On le prolonge de là-bas durant l'été. Et c'est toujours assez... Il n'y a aucune progression, je trouve. Certains jeunes, à titre individuel, progressent. On peut parler de Nunschwander, on parle souvent de blessing, etc. Même un Nolan Catin ou Léo Braillard progresse. Mais collectivement, ça stagne. Et c'est cette stagnation que je trouve assez inquiétante au moment d'aller à Rapperswil et d'accueillir Lausanne pour les 2 matchs du week-end. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'article de ton confrère, collègue Marcel Alemann, avec Steinegger, qui dit on n'arrive pas à attirer beaucoup de gens. Et est-ce que c'est pas un peu les conséquences de... Je sais pas c'est pas qu'il a mal géré, hein, mais la finale perdue depuis 2023, c'était un peu du bricolage. Enfin, tu perds Kessler, tu perds Künzle, tu perds progressivement, tu perds Radgeb, tu perds progressivement tes grosses pièces suisses. Et puis, derrière, t'arrives pas à attirer, ne serait-ce qu'un, je dis n'importe quoi, mais un Teibel, par exemple, qui choisit Fribourg. Ça aurait été un signe que, tiens, peut-être qu'on a un joueur qui est pas... qui est pas non plus tout jeune, mais ce que dit aussi Martin Schenker, c'est qu'on a un pipeline, on a nos jeunes, on veut pas les bloquer. Alors c'est aussi des choix peut-être de développer tes propres joueurs quand tu as un super mouvement junior, comme c'est le cas, mais un Jonan Nunschwander, peut-être que l'année prochaine, est-ce qu'il va pas partir aux États-Unis ce sera son année de draft, hein. On rappelle, il est pas drafté pour 2026, lui c'est pour 2027. Et d'être sous l'œil des recruteurs nord-américains, de jouer sur les petites patinoires, ça va être mieux pour lui. Donc peut-être que tu vas même perdre un jeune en devenir, et il faudra trouver un remplaçant. Donc je me dis que ça ne doit pas être si simple que ça. Non, effectivement. Là, il y a les 2 derniers noms qu'on peut imaginer être des renforts de qualité. Ça serait des Zwerger ou Herzog, mais j'ai aucune info dans ce sens-là. C'est juste des joueurs sur le marché. Et vu que Steinegger dit qu'il a de la peine à attirer des joueurs là-bas, j'imagine bien qu'il leur a parlé. Maintenant, les 2 noms sont en un sens pas absurde. La connexion Ambry-Bienne marche bien. Je pense qu'il y a... Pardon ? Autriche avec Hofer, avec Herburger, tu sais, on a Peter Schneider, il y a eu quelques Autrichiens, alors peut-être que Hofer peut dire à Zwerger, viens voir, tu vas t'amuser. Pas impossible. Un Herzog, est-ce qu'il veut rester toujours plus ou moins en Suisse allemande et donc pas être bien loin de la frontière depuis Bienne, ça peut peut-être l'intéresser, mais c'est vrai que c'est concurrentiel pour Bienne et le rajeunissement des cadres qui a dû être nécessaire après la finale est en train de se passer, mais il n'est pas évident. Et là, c'est clair que c'est une période assez compliquée pour Bienne qui a rien signé, c'est vrai. Et le constat de mon collègue est juste. Hein, Bienne n'a pas recruté pour l'année prochaine actuellement. Ce qui nous a fait mousser cette semaine en partenariat avec la brasserie Dr Gabs, c'est la patinoire ou les patinoires des Jeux Olympiques à Milan. Ce centre de glace de 16 000 places dont l'Italie sera assez fière pour faire des concerts. Il y aura aussi du basket, etc. Bref,
elle n'est pas prête, en gros. Et j'ai donné une news hier, qui était une news officielle, visiblement, du comité, qui disait que là, elle sera prête au mois de janvier. Il y a 2-3 matchs de pré-event pour savoir s'il y a une norme de sécurité, si quand elle est pleine ou qu'il y a beaucoup de monde, toutes les issues sont OK. Et ça, ce sera du 8 au 11. Mais Greg, toi, t'es un petit peu comme Saint-Thomas, tu crois que ce que tu vois, et pour l'instant, t'es un peu suspendu aussi à ce que dit la NHL, visiblement. Ouais, au-delà de moi, c'est la NHL qui croit que ce qu'il voit. Et il y a une délégation des dirigeants de la NHL qui s'est rendue à Milan fin du mois de novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils en sont revenus en disant pour l'instant, on n'est pas totalement sûr d'aller là-bas. Et la NHLPA ont commencé à montrer les dents. Alors, c'est forcément aussi un moyen de mettre un pied aux fesses de tout le monde, hein. Mais ils ont donné 1 mois au comité d'organisation pour se mettre d'aplomb et montrer des signes tangibles que ce serait OK, parce que eux, ils vont pas envoyer leur star de NHL au casse-pipe sur une patinoire qui est à moitié terminée. Donc, en gros, c'est ça le message. Dans le même temps, il y a l'entraîneur assistant du Canada, Peter Debord, qui dit que la glace, selon ce qu'il a entendu, était 1 mètre moins large que les standards de NHL, qui sont déjà eux-mêmes plus étroits que les standards suisses. Donc là, j'ai pas réussi à avoir de confirmation de ça, mais il l'a dit dans un podcast au Canada. Donc si c'est le cas qu'on joue sur des patinoires 1 mètre, 1 mètre 20, c'est du curling. Au bout d'un moment, pas loin. Donc après, d'expérience, et c'est aussi là pour ça que je voulais en parler, d'expérience, il me semble qu'avant chaque compétition olympique, on nous annonce une catastrophe qui va se produire, ça va pas. Rappelle-toi, à Paris, il y avait les 7 plaies d'Égypte qui étaient annoncées sur Paris durant les Jeux Olympiques, puis finalement, il n'y a rien eu, c'était parfait. Ça s'est même bien passé au niveau des transports en France, ce qui est quand même un solide exploit. Donc, soyons vigilants, on va dire, sur les communications d'avant-tournoi, parce que tout le monde a un intérêt à mettre la pression. Il y a le président de l'IHF, Luc Tardif, qui a aussi dit que pour l'instant, les infrastructures n'étaient pas au niveau de ce qu'allait être le tournoi olympique avec les stars de NHL. Et pour que le président de l'IHF dise ça, c'était dans les colonnes de l'équipe. Il faut quand même croire qu'il y a 2-3 petites inquiétudes, et on est au-delà de juste dire hey, réveillez-vous. Là, c'est un peu plus que ça. Et par contre, moi, j'ai quelqu'un de l'IHF qui m'a quand même dit, pas à moi directement, mais par une personne interposée, qui a dit non, mais ce sera prêt. On sait juste pas un peu à la der, quoi, à l'italienne. C'est terrible. C'est tellement cliché. Ouais, un peu. Et je me demande ce que ça va donner. Mais voilà, c'est la petite inquiétude du moment quand même. Et si tu lis les déclarations à gauche et à droite, l'inquiétude est petite parce qu'on a l'expérience des avant-Jeux Olympiques où c'est tout le temps ce genre de discours, puis qu'après, normalement, le CIO fait en sorte que ça se passe bien. Mais monitorons ça ces prochains temps, parce que les 3 prochaines semaines, ça risque de travailler sec du côté de Milan pour rendre une patinoire dans les délais, sachant que la semaine prochaine, il devait déjà y avoir les tests pré-olympiques, et que habituellement, ce genre de tests pré-olympiques se font jusqu'à 1 année à l'avance. Et là, on est à 2 mois des Jeux, et il n'y a pas eu de test pré-olympique. Donc, s'il y a un problème, ça peut vite être embêtant. Et je vous rappelle que c'est le dernier jour pour participer à notre concours en effectuant un achat sur le shop en ligne du Dr Yaps avec le code COLDFAX15. Vous bénéficiez de 15% de rabais. Et des 60 francs d'achat, vous participez à un concours pour gagner 2 places pour le match Lausanne-Fribourg de début janvier. Bonne chance! Transition toute trouvée, on parlait du match Lausanne-Fribourg. Pour l'instant, Fribourg n'a pas joué contre Lausanne dernièrement, mais a joué mercredi soir contre Rapperswil. Je ne sais plus si on en a un tout petit peu parlé. C'était pas génial du côté de Fribourg, qui était mené 2-0, qui faisait pas de bons premiers tiers. À l'inverse du match précédent, ils avaient fait 2 très bons premiers tiers contre Berne qui n'avaient pas été récompensés, on va dire. Là, ça se passe pas bien, mais tout d'un coup, Fribourg, parce qu'ils ont du talent, ils arrivent à revenir à 2-2. Puis tu te dis, là, Fribourg va réussir à passer l'épaule finalement en jouant très bien le dernier tiers.
Et puis non, Rapperswil arrive un peu, je sais pas si c'est chanceusement, parce qu'il n'y a pas que de la chance, mais ils arrivent un peu à piéger Fribourg. Et puis, voilà, c'est une défaite qu'on n'attendait peut-être pas après une victoire contre Berne, finalement qu'on n'attendait peut-être pas vu le déroulé du match. On se rappelle Marchand qui marque assez tardivement, 56e. Puis finalement, Fribourg qui s'arrache pour gagner ce derby des Zeringen dans les 2 dernières minutes. C'était assez dingue. Fribourg, si tu prends les 2 tiers de un, puis le dernier tiers de l'autre, ça fait un match complet. Et puis, mais au final, ça fait 3 points sur 6. C'est pas si catastrophique que ça. Non, catastrophique, c'est pas. Mais justement, au Fribourg, chaque fois qu'il y a une occasion de prendre un petit peu le large, de se mettre un petit peu en sécurité, c'est comme ça aurait pu être le cas contre Rapperswil, justement, en gagnant à la maison. Il y a cette défaite qui fait un petit peu tâche. Donc Rapperswil revient à 2 points au lieu d'être loin. Au lieu d'être à 5. Voilà. En plus. Mais... Donc, à 7. Donc c'est un peu embêtant pour Fribourg-Gotteron. Surtout, ce qui est embêtant, c'est la manière. Parce que début de match, j'ai rarement vu un début de match aussi pénible que celui-ci, avec des tirs de Rapperswil dans tous les sens, le temps mort de Roger Runberg très tôt pour essayer de secouer son équipe. Ça n'a rien changé. Il y avait Loïc Gaëlet devant le filet à la place de Reto Berra, parce que Reto Berra est malade, donc incertain pour le match de vendredi aussi. Sachant ça, tu te dis, ils vont peut-être commencer par serrer défensivement, puis pour aider Loïc Gaëlet. Bien joué. 2 expected goals pendant les 20 premières minutes. C'est un début de match. Pas se mentir, catastrophique de Fribourg-Gotteron, mais vraiment, je pèse le mot catastrophique. Problème, c'est que le deuxième tiers n'a pas été franchement meilleur. Et tu as de nouveau 1,68 expected goal contre Fribourg-Gotteron durant le deuxième tiers. Il y a eu des échappées, des 2 contre 0, des 2 contre 1, des joueurs seuls devant Loïc Gaëlet qui s'en est vraiment pas si mal sorti vu les circonstances. Et il n'a pas été aidé, le pauvre. Il y avait 30 shoots pour Rapperswil après 2 tiers. Ils l'ont vraiment lâché. Fribourg, c'est étonnant. À la maison, donc voilà. Derrière, il y a ce Calro là, qui a joué son premier match avec Fribourg-Gotteron. Oui, il a marqué. Moi, pour l'instant, j'en attends quand même un petit peu plus, mais j'en attends plus tout en étant conscient que il y a un moment qu'il n'a pas joué. Il vient d'arriver, c'est son premier match. Il a été mis en 4e ligne justement pour s'acclimater avec Dorte Nicolet. C'était OK. Pour un premier match, franchement, je ne viendrai pas à tirer des conclusions du tout. D'ailleurs, on ne le fait jamais sur un match, ni sur 2, ni sur 3. D'ailleurs, il faut lui laisser du temps. Oui. Mais voilà, lui, il a au moins redonné espoir à Fribourg-Gotteron en marquant le 2-1. C'est Rensen de la Bleue 2-2. C'est comme tu dis très justement, au moment où tu t'attends à ce que Fribourg passe peut-être l'épaule, c'est ce Malte Strömwall qui est quand même un des joueurs offensifs les plus électrisants de la ligue, qui fait un petit numéro en zone offensive. On le laisse faire et tire à mi-hauteur juste en dessus de la botte, en dessous de la main, le pire endroit pour un gardien. Et c'est 3-2. Derrière, il y a eu la cage vide de Jacob Larsson qui a rien changé, parce que Fribourg a joué quasiment les 3 dernières minutes. Ça m'a un petit peu surpris, avec quasi tout le temps les mêmes joueurs sur la glace. Et je me dis que je sais pas si Roger Runberg voulait peut-être un petit peu surcoacher à ce moment-là. Il aurait peut-être mieux fait de faire jouer des joueurs un peu plus frais à certains moments. Surtout que Rapperswil a multiplié les dégagements interdits, mais vu que Fribourg-Gotteron avait plus de temps mort, vu qu'il avait été utilisé très tôt dans la rencontre, ils avaient beau rôle de faire des dégagements interdits. Fribourg changeait pas de ligne, donc il n'y avait même pas un avantage de fraîcheur. Et la fin de match m'a paru un petit peu bizarre. Donc Fribourg qui gagne quand même 2 de ses 3 matchs de la semaine. C'est toujours un peu la même chose. S'ils avaient perdu il y a une semaine contre Rapperswil et gagné dans la foulée 2 matchs de suite, dont un à Bienne, puis le derby à la maison contre Berne, on dirait les choses dans l'autre sens. Donc globalement, comme tu l'as dit, ça reste 6 points en 3 matchs. C'est pas un mauvais bilan, mais c'est pas un bilan excellent non plus. Non, puis les 3 prochains matchs, alors on va dire les 3, le 3e c'est le 17 décembre, donc c'est très très loin. C'est après la pause de l'équipe nationale. C'est le déplacement à Joie, on parlait dans les paris sportifs. Et puis dimanche, par contre, alors c'est l'accueil du leader Davos. Mais je vois assez Fribourg contre Davos faire un bon match. C'est typiquement là, il y a une grosse attente, une grosse équipe et tout. Je me suis demandé d'ailleurs si le fait de jouer contre Lundskog, un entraîneur suédois, peut-être il y avait un côté
je sais comment Rundberg va jouer, ou en tout cas, je sais à quoi m'attendre. Et mon équipe, je la prépare en conséquence. Mais ça, c'était juste une petite réflexion personnelle. Donc, 2 matchs pour Fribourg avant la pause, dont ce match contre Ajoie, qui ne sera pas forcément facile, mais on peut s'attendre quand même à voir Fribourg remonter un peu la pente, on va dire. Une équipe de Fribourg qui sait s'adapter au niveau de son adversaire, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et quand tu sais que les 6 derniers matchs de la saison, de l'année, c'est Ajoie, Ambry, il y a Davos au milieu, certes, mais Ajoie, Ambry et Cloton, tu dis qu'il ne faudra pas trop qu'ils se mettent au niveau de leurs adversaires, parce que sinon ça pourrait être une fin d'année un petit peu compliquée pour Fribourg-Gotteron. Voilà, on enchaîne avec Ajoie qui reste sur 2 victoires. Vous entendez bien, je ne dis pas de bêtises. Une victoire contre Zug où, comme j'annonçais avant, les expected goals étaient vraiment en faveur d'Ajoie. C'était une victoire au tir au but. Donc finalement que 2 points et pas 3. Mais un Ajoie qui a dominé Zug. Et puis avant ça, c'était le fameux match à Cloton où Ajoie a réussi à gratter 3 points là-bas. Et on disait aussi Ajoie va mieux. On sentait un mieux dans le jeu. Et ça se traduisait des fois pas forcément en termes de points. Il y avait eu aussi cette victoire contre Zurich finalement. Donc non, c'est plutôt positif en ce moment. Il faudrait essayer de continuer sur ce trend et pas avoir cette pause finalement qui va, je dis pas tout casser, mais prendre ces moments-là maintenant en se disant voilà, c'est ça c'est l'identité de notre équipe, c'est ça qu'on veut montrer par la suite. Ouais, Ajoie, c'est 2 points par match sur les 6 derniers matchs, c'est 12 points en 6 matchs. L'écart avec Cloton est de 7 points actuellement, avec certains matchs en plus, mais la victoire bernoise contre Bienne est embêtante parce que Ajoie a pu revenir à 6 points de Berne. En même temps, je pense que la cible, ça ne doit pas être Berne. Un jour ou l'autre, ça va quand même, je pense, tourner un petit peu du côté de Berne, j'imagine. Cloton, on peut un peu plus se poser la question. Donc actuellement, il y a 7 points de retard sur Cloton. Cloton qui est sur 3 défaites de suite. Donc si Ajoie venait à enchaîner un tout petit peu, tu pourrais te dire, commencer à te demander si Ajoie pouvait remonter sur Cloton. Sur les 5 derniers matchs, mais je l'ai déjà dit la semaine passée, et Ajoie bénéficie comment dire, le PDO d'Ajoie sur les 5 derniers matchs est très très bon, ce qui veut dire qu'ils sont en légère surperformance. En même temps, c'est pas étonnant, et on l'a déjà dit, que Ajoie va être souvent dominé, mais que de temps en temps, ça va tourner du bon côté. C'est en train de le faire actuellement, et c'est en train de le faire avec un Antoine Keller qui est exceptionnel depuis qu'il est arrivé à Porrentruy. Ouais, c'est aussi le fait d'aller chercher, typiquement pour une équipe qui est un peu moins forte, qui va être dominée. Si tu as un gardien qui te vole des matchs, et on peut dire ça pour les autres équipes, finalement, à un moment, on avait évalué, notamment du côté de Cloton, qui avait été très bon contre Lausanne. C'est comme ça que tu peux, de temps en temps, si les tirs partent en lucarne, si tu as un tout petit peu de fine au niveau de tes attaquants, que le puck arrive à se faufiler et à aller dedans, un bon gardien qui est déterminant, c'est effectivement tellement positif pour une équipe qui a besoin de points, que ça, c'est un super coup de Julien Vauclair d'avoir réussi à faire en sorte que Keller veuille bien venir à Ajoie. Mais on peut aussi se dire qu'un gardien, tout d'un coup, il va bien, puis il peut se dérégler, tout d'un coup, ça va moins bien. S'il n'était pas, je dis pas qu'il est inconstant, mais s'il était plus constant, il serait peut-être pas là. C'est aussi un peu on sait que c'est un bon gardien, on sait qu'il a un super potentiel. Il doit juste arriver à être plus constant, et s'il est plus constant, il aidera Ajoie. Ce qui est impressionnant avec Keller, il est à 92,23% d'arrêt en 6 matchs, ce qui est déjà excellent. Mais avec un vision. Dans ces 6 matchs, il y a 6 buts en 18 shoots à Davos. Après, il a été changé. Et donc, alors tu me diras, sans les buts encaissés, il a 100% d'arrêt, on est bien d'accord. Hein. Mais quand même, il y a eu la volée à Davos, et malgré ça, il a 92,23% d'arrêt. Il n'a évidemment pas le nombre de matchs nécessaires pour être classé dans les gardiens, il n'a pas l'échantillon nécessaire pour être dans les gardiens qui ont assez de matchs.
pour être classé, mais avec 92-23, il serait 4e meilleur gardien de la ligue, juste derrière Berra, Schliemann et Schlegel, mais devant Rubec, devant Hughes et devant tous les autres de National League. C'est vachement bien et c'est aussi l'une des raisons, voire la raison. Pour gagner les matchs, il n'y a pas que le gardien, il faut aussi marquer des buts, on est bien d'accord. Mais c'est l'une des raisons. Il a été encore très bon lors des pénaltys contre Zug l'autre soir pour la victoire à la maison 3-2. Donc oui, c'est une période faste pour le HC Ajoie et je trouve que ça fait plaisir parce qu'on a tellement eu depuis le début de saison et ils n'étaient pas illégitimes, à mettre message. On a plein le dos d'Ajoie, ils servent à rien, ils perdent tout le temps. On sait qu'ils vont finir 14e, c'est pas intéressant. Virez-moi ça, remplacé par Chaux-de-Fonds, Winterthur ou le CP Fleurier. Ben non, c'est quand même une équipe qui a plus de 2 fois le budget du plus grand budget d'en bas. Donc c'est une équipe qui est largement meilleure que la meilleure équipe de Swiss League dans des conditions normales. En barrage, ça peut être différent, on est bien d'accord. Mais si Ajoie se prend des seilles en haut, il faut arrêter de croire que Sierre ou Chaux-de-Fonds ne s'en prendraient pas non plus. Ça ne veut pas dire que dans 3, 4, 5 ans, en étant en haut, Sierre pourrait peut-être construire quelque chose, j'en sais rien. Mais ce qui a été construit à Ajoie, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas le minimiser non plus. Oui, Ajoie va terminer 13 ou 14e cette saison. Je pense qu'on est assez clair. Et avant la saison, moi, je les voyais finir 13 devant Langnau. Langnau rentre un peu dans le rang, mais pas tant que ça. Et ils vont pas remonter sur Langnau, il y a 12 points, je pense pas. Mais je voyais le gap se rétrécir un petit peu. Là, sur les 6 derniers matchs, en tout cas, les résultats sont à la hauteur. Et je disais, 2 points par match, c'est même une surperformance claire. Mais vu qu'il y a eu des moments où ils étaient un peu de l'autre côté au niveau de la chance, ça c'est en train de se rééquilibrer quand même. Ouais, puis les 2 derniers matchs avant la pause, on a dit un match important avec la réception de Fribourg, et puis ils seront un peu crevés parce que ils devront aller à Genève samedi. Pas match facile non plus pour Ajoie, mais à ce niveau-là, il y a plus de matchs faciles, bien évidemment. On termine cet épisode avec Lausanne. Et Lausanne va bien, c'est 4 victoires consécutives, 4 ou 5, 4 je crois. Et surtout, c'est en fait... 6 victoires en 7 matchs. Plaît-il 6 victoires en 7 matchs pour 6 en Lausanne, 7, 4 ouais. victoires, 3 points, 12 points. Ouais, 4 victoires. Et puis, en ce moment, ce qui marche bien du côté lausannois, on va pas se caresser le ventre en disant « Ouh, on vous l'avait dit », parce qu'il n'y a pas de raison, mais c'est je sais pas, c'est pas l'avènement, c'est le fait que Eric Brännström est trop fort pour ce championnat. On a eu Tom Ernest, Attention, blasphème, stop, on arrête tout, on arrête Colfax, c'est fini. C'était beau, ça a duré jusqu'au 4 décembre 2025, c'est fini. On ne compare personne à Henrik Tom Ernest et encore moins après une 30aine de matchs. Stop. Ouais, mais c'est pas Jean-Michel Brännström au moins. Non, au moins ça. Non, il est extraordinaire ce joueur. Par contre, justement, faisons attention. Oh, c'est pas que de dire que c'est un tout bon défenseur de National League, probablement le meilleur défenseur en ce moment. Ça veut pas dire que c'est le meilleur défenseur, mais en ce moment, en tout cas, il gère bien. Et qu'en plus, derrière, un Sami Nikou que pas mal de monde a critiqué, on s'était aussi gardé de le critiquer en disant oui, on attend plus, mais est-ce que si en Brännström, Nikou a pas dû décaler un peu et avoir un autre rôle? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Lausanne peut compter sur 2 bons défenseurs étrangers qui sont capables d'aller chercher les buts si les attaquants sont un peu en panne. Et ça, c'est quand même un sacré luxe. Après, tu me diras, c'est comme ça que tu construis ton effectif, mais en tout cas, cette défense va pas mal, même si elle a des fois toujours des petites absences, mais finalement, plutôt que ces 2-là, j'avais aussi envie de me dire que, tiens, je trouve que Baragano, je trouve qu'un Basile Sansonens sont un peu mieux qu'en début de saison. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, alors, Basile Sansonens, c'est complètement logique. Il y a une courbe de progression d'un jeune joueur qui découvre la Ligue. C'est
c'est attendu en fait qu'il soit mieux et il est bien géré, je trouve. Vasile Saint-Onens, on lui donne du temps de jeu de temps en temps, on lui donne un peu plus, un peu moins. Il trouve encore gentiment sa place, mais là, après avoir eu tout le temps un petit peu 10, 11 minutes. Là, il est plutôt en train de passer vers les 13, 14, 15 minutes. Et moi, j'aime vraiment bien son développement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais oui, pour revenir à Erik Brännström 2 secondes, le festival qu'il a fait la semaine passée contre Langnau avec ce triplé, c'est extraordinaire. On a rarement vu une prestation offensive comme celle-ci depuis très longtemps en National League. Et c'est pour ça que j'ai quand même mis le mot offensive. Et c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant quand même de regarder l'autre côté aussi. Et il est sur la glace pour se faire 3 voire 4 buts de Langnau. Alors, il joue aussi le box-play. C'est évident que si Langnau marque en power-play, tu ne peux pas dire « Ouais, mais il ne défend pas ». Non, il est en box-play. Mais il est aussi sur la glace et on a un peu tendance à moins le voir. Mais on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il est flamboyant de l'autre côté de la glace, parce qu'il a des statistiques avancées admirables. Et oui, les questions qu'on pouvait se poser sur lui avant son arrivée ici, il y a répondu. Offensivement, il est aussi fort que ce qu'on imaginait et défensivement, il est meilleur que ce qu'on imaginait. Donc, forcément, moi, j'attendais énormément de ce joueur et je suis vraiment pas déçu, bien au contraire. Donc, c'est un plaisir de le voir jouer. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce qu'il va se tirer à la fin de l'année pour aller jouer en NHL ? Moi, je reste un peu sur mes gardes dans le sens où je parle quand même de temps en temps avec les scouts qui sont présents et avec des amis qui le sont pour certaines franchises de NHL qui me disent oui, là, il joue rôle de défenseur numéro 1 dans cette équipe-là. Et dans aucune équipe de NHL, il va jouer ce rôle-là. Et le rôle qu'on va lui donner là, il ne l'aura pas ailleurs. Donc, il va falloir qu'il trouve un autre moyen d'être bon. Et qu'il soit bon défensivement aussi, et c'est pas toujours le cas. Ouais, puis surtout sur une petite patinoire. C'est défensivement, il y a plus de charge, il y a plus de contact, et je pense que Brännström, tu dis, il est heureux aussi. Il y a aussi le plaisir de jouer. Finalement, si tu peux jouer un jeu qui te correspond un peu mieux, où tu peux être plus utile finalement à ton équipe. On rappelle, c'était un premier choix. On l'a souvent comparé, on disait Baby Carlson, donc Erik Karlsson. Je me disais que c'était pas des bots qui étaient simples à remplir, que c'était presque un peu méchant pour lui. Il a des immenses qualités, ça c'est clair. Il a un tir, je pense qu'il a un tir NHL, un peu comme Matej Stransky. Mais le tir NHL veut pas dire que tu peux jouer en NHL dans le rôle qui était défini. Après, c'est de dire, est-ce que tu pourrais être un défenseur 5-6 en NHL ? Est-ce que tu as envie de ça ou pas ? Et c'est toute la réflexion finalement d'Erik Brännström. Je sais plus si c'est toi qui disais, est-ce qu'il pourrait peut-être, on pourrait l'imaginer à Milan alors qu'il y a tous les joueurs de NHL. La question, elle se pose. Je pense que non, mais la question, elle est pas absurde. Il va être présent la semaine prochaine au Euro Hockey Tour. Le premier tournoi qui a eu lieu en Finlande, il a été extraordinaire avec 5 points en 3 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Donc, je pense que Samalam a bien aimé ce qu'il a vu. Et si là, il fait de nouveau un bon Euro Hockey Tour à Zurich, mais pourquoi pas ? Parce que rappelons-nous quand même qu'il vient de NHL. L'année passée, il a eu que 28 matchs avec Vancouver parce qu'il était un peu trimballé à gauche et à droite. Les 2 saisons précédentes, il joue 76 et 74 matchs avec Ottawa. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, il était un joueur établi de NHL. Il n'était pas renvoyé dans les mineurs pendant 2 saisons consécutives à Ottawa. Donc, ça aussi, à un moment, peut-être qu'il y a une franchise qui va se dire, mais et si c'était chez nous qui se relançait en lui donnant un contrat ? Maintenant, comme tu le dis aussi, il y a l'aspect qualité de vie. Et il sait ce qu'il a en Suisse, il se plaît bien en Suisse, il a du plaisir à être là. Est-ce que vraiment il va vouloir repartir dans l'incertitude là-bas ? Seul lui a la réponse. Maintenant, s'il reçoit un contrat one-way là-bas, je peux imaginer quand même qu'il accepte. Maintenant, est-ce qu'il va le recevoir ? Ça, ce sera la question. Mais profitons pendant qu'il est là, en tout cas cette saison. Et puis le reste, on va voir. Surtout que Lausanne, comme tu dis, va bien avec ses 4 victoires consécutives. Lausanne qui trouve un moyen de gagner sans être forcément bon. Et je trouve que paradoxalement, c'est presque une bonne nouvelle. Dans le sens, les bonnes équipes trouveront toujours un moyen de gagner les matchs, comme ceux face à Langnau, où c'est pénible, où tu te fais embêter jusqu'à la toute fin du match, mais à la fin, c'est quand même toi qui sors de la glace avec le sourire. Et c'est ça qui fait la différence entre les équipes du haut et les équipes moyennes.
de ce championnat. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, Lausanne est clairement à sa place, même si il y a eu un trou il n'y a pas si longtemps. Globalement, Lausanne, c'est ultra solide. Ouais, et puis Lausanne, juste pour revenir, terminer là-dessus sur le calendrier, c'est assez bizarre quand on sait combien de matchs ils ont joué en un laps de temps extrêmement court avec la Coupe d'Europe. Bah, là, il n'y a qu'un seul match, c'est samedi, avant la pause, samedi à Bienne. L'occasion peut-être de faire des points. Puis après, le retour, c'est même pas tout de suite, c'est le vendredi 19 à Porrentruy contre Ajoie. Donc, là, si Lausanne veut un peu recharger les batteries, mais le problème, c'est qu'ils ont aussi pas mal de joueurs qui vont partir avec les équipes nationales. Bon, en tout cas, ceux qui ne sont pas pris, ils ont peut-être l'occasion un peu de soigner des bobos. Tu me diras, on avait parlé dans le segment sur l'équipe de Suisse de Fabian Eldner, qui en passe de revenir, puis qui peut peut-être partir directement à l'Eurohockey Tour. Enfin, ouais, c'est pas évident pour Lausanne, mais quand même, d'avoir un poil moins de matchs, je pense pas qu'ils vont trop gueuler là-dessus. Ouais, mais je veux juste terminer là-dessus. Certes, mais à la fin de l'année, par contre, ils jouent le 19, le 20, le 22, le 23. Ils jouent 4 matchs en 5 jours, avec le seul dimanche 21 décembre pour tenter de soigner les bobos et puis de se remettre en ordre pour aller jouer un back-to-back contre Berne et Genève pour terminer. Comme tu dis, le calendrier, il est un petit peu light jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la mi-décembre après la pause. Mais derrière, c'est infernal. Et je dois avouer que 4 matchs en 5 jours, les Lausannois auraient quand même le droit de gueuler parce que c'est presque dangereux pour la santé des joueurs à un moment. On est au terme de cet épisode, on a fait un petit peu plus vite sur les clubs vu qu'on avait un long segment sur l'équipe de Suisse. Merci pour votre fidélité. On se revoit la semaine prochaine, on se reparle la semaine prochaine, semaine de l'équipe nationale. On risque de faire un petit bilan de cette première moitié de championnat. Moi, je te propose qu'on fasse nos awards la semaine prochaine, ça te tente? Mais très bien. C'est parti. Alors, merci pour votre fidélité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify. On reçoit vos stories avec les captures d'écran de ceux qui sont fidèles. On a augmenté de 74% notre fanbase, on va dire ça comme ça, notre audience, je ne trouvais pas mon mot, sur l'année 2025. Donc, un immense merci. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est suivi. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet épisode avec un tout petit décalage, mais on l'a fait quand même. On a tenu à le faire parce que on se rend bien compte qu'il y a une attente. Donc, c'est cool. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À bientôt.